Chapitre 11. La fille de mai. Un volcan de mots d'or tout au fond de ma mémoire. Sans se lasser, le temps avance. Il poursuit son œuvre. Il respire, il renifle, il flaire tous les lieux de ma vie. Grande inspection des souvenirs. Les mots d'hier et les mots d'aujourd'hui entre enfer et paradis. Le temps poursuit son œuvre et le magma de mes mots se réveille. Il s'étire dans les entrailles de ma mémoire. Ça hoquette, ça suffoque tout au fond de moi-même. Le volcan de mes mots crache sa lave. Lave incandescente. Il éclate, il explose. Ce sont des brûlots qui s'étalent et embrasent tout sur leur passage. Mes nuits sont de grands soleils drapés de noir. Rien n'est en place. Mais tout à coup, la voix de Cécile résonne. Je l'entends dans la nuit. Ma vie s'arrête et guette. Des mots sont dits. Les femmes indigo parlent, les femmes indigo crient. Ce sont des sirènes dans la nuit. Des sirènes qui aboient, qui miaulent, qui sifflent et vocifèrent sur l'océan de ma mémoire. Ça hoquette, ça suffoque tout au fond de moi-même. La voix de Cécile résonne. La peur change petit à petit de camp. Le jour se lève, fluide et rafraîchissant. Le jour frais comme la rosée du matin. Voilà que mon ciel se dore de couleurs tendres. C'est l'aurore. La vie accroupie se relève. Elle repart à ses affaires. C'est au plus profond des ténèbres que l'on trouve parfois la lumière. Floraison de lotus poussée sur la boue de ma vie. La voix de Cécile résonne. La peur a changé de camp. Elle porte une autre bannière. Même au plus profond des ténèbres, Cécile me montre le chemin. Et mes mots se libèrent. J'avance enfin. Les fils de l'histoire d'hier et les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Strate après strate, les mots s'entassent. La dernière écriture révélant tout le reste. Mon histoire, qui était perdue, revient enfin. La peur a changé de camp. Les femmes en vis-à-vis parlent, les femmes en vis-à-vis crient. C'est au plus profond des ténèbres que la lumière me parvient. Lumière noire de mes regrets et de mes rêves. Époque après époque, mon histoire me revient. Les terres Saint-Ville. Quelques dominicaines bradent leurs chairs adipeuses à la hâte au coin d'une rue. Roulis de hanches dans les collants obscènes. Des loques humaines fouillent les poubelles. Les voyageurs espèrent un bus le long du cimetière. C'est la fin de l'après-midi. Et le soleil rougit. Le ciel est un grand incendie. Chaleur intense et corps moite. Attente interminable. Le bus de Gaudissart arrive enfin. La foule compacte se presse vers l'avant du véhicule. On lutte, on bataille, on guerroie. Plus aucune place assise. Encore quelques minutes d'attente et puis on démarre dans un vrombissement sourd. Je m'agrippe à l'une des sangles de cuir et tente de m'adapter à la danse qui commence. À chaque tournant, le chargement humain tangue d'un côté puis de l'autre. Grand parentage d'odeurs et de sueur. Je vais à Gaudissart rendre visite à Rosita. Elle m'a invité à passer avec elle une nuit et toute une journée. Je suis ravi. Depuis quelque temps, nous nous parlons au téléphone. J'apprends à la connaître. Rosita perçoit que quelque chose ne va pas dans ma vie. Le bus de Gaudissart s'époumonne dans le Morne. Quelque temps auparavant, à l'occasion des noces de la fille de mai, Rosita était venue passer une semaine à Saint-Georges pour confectionner des gâteaux, des pièces montées, des pâtisseries en forme de fer à cheval ou d'étoiles. Ma première maman connaissait comme personne l'art des gâteaux de mariage. Comment les faire moelleux à souhait et les recouvrir d'une meringue de sucre glace et de perles. Mais, qui désirait toujours le nec plus ultra, lui avait confié cette mission délicate. Ça avait été pour moi un moment de fête. Mes deux mamans dans la même maison. Naturellement, j'avais cédé mon lit et improvisé pour moi un couchage. Cependant, après avoir passé une nuit infernale, Rosita avait découvert que je n'étais pas une priorité pour ma seconde maman.
Plus de sommier. Il n'y avait plus que quelques lattes, et cela assurait au matelas toutes sortes d'ondulations. On ne pouvait garder longtemps aucune position dans ce lit. Pensant bien faire, elle en avait parlé à May, mais celle-ci lui avait tout simplement répondu qu'elle n'avait pas jugé bon de changer le sommier de mon lit, puisqu'à son avis, c'était moi qui l'avais abîmé. Elle entendait me punir ainsi. Rosita en était toute bouleversée, d'autant plus qu'elle-même avait passé dans mon lit une nuit des plus pénibles. Elle ne comprenait pas. Le sommeil est pourtant très important. Si elle était partie du Caraïbes, c'était pour offrir à ses enfants des conditions de vie décentes. Les nourrir et les habiller correctement avait toujours été son obsession. Lorsqu'elle m'avait laissé partir, elle était persuadée que j'aurais une vie plus belle que celle qu'elle pourrait m'offrir. Ma première maman prit conscience à cette occasion-là que les promesses qui lui avaient été faites ne s'étaient pas réalisées. Elle ne découvrait pas l'ombre de la reine qui lui avait été promise, ni même celle d'une princesse. Le buste de Godissa ronfle. Il régimbe dans le morne de Balata. L'affaire du matelas résonne. Si elle avait affolé Rosita, moi, il semblait que je m'accommodais de mon sort. Les yeux de May étaient ailleurs. Tout au fond de moi, quelque chose s'était cassé, brisé, réduit en 1000 morceaux. Cela, Rosita l'avait constaté et elle en était très peinée. C'est pour cette raison qu'elle avait décidé de se rapprocher de moi. Le bus de Godissa ronfle, il remonte péniblement l'interminable route de Balata. Des maisons entourées de coquets petits jardins se succèdent. Les frais, le paysage est verdoyant, mais les voyageurs plongés dans leurs pensées ne les voient pas. Tout comme eux, je suis à mes réflexions. Le bus quitte la route sinueuse de Balata. Il emprunte une descente vertigineuse, celle qui conduit à Debriand. Debriand et Gaudissart sont des sœurs jumelles qui ont été la même mamelle de misère. Ce sont des cités dortoirs construites sur des modèles pensés par la métropole pour la masse des ouvriers à faible revenu qui prolifèrent ordinairement dans les villes pré-industrielles. Des modèles pensés à Paris, loin des coutumes martiniquaises. Debriand et Gaudissart ont toutes deux poussé dans la périphérie de Fort-de-France vers les années 60. Passé Debriand, on arrive très vite au cœur de Gaudissart. On reconnaît ces immeubles de loin. Ils dominent sur la colline. Ce sont de grands immeubles de 4 étages, sans ascenseur, et leurs murs sont couverts d'une lèpre rougeâtre sous laquelle disparaissent les peintures d'origine. De grands bâtiments qui impriment leur sinistrose sur les alentours, avec des oripeaux de pauvres à leurs fenêtres aveugles. Tout un peuple vit là, comme il peut, dans une promiscuité odorante et sonore. La solidarité s'organise au cœur de la banlieue foyalaise. Des stratagèmes se bâtissent pour contourner les règlements et les lois pensées pour les banlieues françaises. Mais il faut soulager la misère. Tout est bon pour soulager la misère. Des coups de main entre voisins, en passant par les jardins poussés sur les balcons, jusqu'aux petites constructions sauvages où l'on élève des poules ou des cochons que l'on partage à Noël entre voisins. Des coups de main jusqu'au commerce illicite, on tente de s'évader de la grisaille quotidienne. C'est tout un peuple venu des campagnes qui se bat, qui lutte chaque jour. Tous ceux qu'on a laissés à la périphérie de la vie. Rosita avait quitté les Terre-Saint-Ville depuis longtemps. Sa dernière location, tout près du cimetière, n'était pas très accueillante. Elle préférait les vivants. Alors elle s'était installée à Gaudissart, bien loin de la touffeur de la capitale et de ses hordes d'âmes en peine, de prostituées et de clochards. Depuis toujours, elle s'accrochait à la vie. À Gaudissart, elle avait donc trouvé un peu de paix et un grand appartement de 4 chambres pour loger toute sa famille. Et puis, les années défilant, mes nombreux frères et sœurs étaient partis en France tenter de gagner leur croûte. Ils avaient tous trouvé leur bonheur dans les banlieues de Paris, chacun la sienne. Là,
Il vivait comme il pouvait le racine martiniquaise. De réunion familiale en réunion familiale, de cousinade en cousinade, ils transmettaient les traditions antillaises à leurs enfants. Rosita était restée seule dans le grand appartement. De temps en temps, elle faisait le voyage pour revoir sa marmaille. Moi, j'avais grandi bien loin d'elle avec Manléonie et Mé. Sûr que ma place doit être dans ma première famille, la fille de Mé crochette une œuvre qui s'étend sur ma vie comme un grand manteau de misère. Chaque fil est un décret qui transporte un malheur. Depuis un certain temps, la fille de Mé est chez nous à Saint-Georges. Elle est à Saint-Georges avec tous les siens, puisqu'on construit sa nouvelle maison sur le terrain qu'Alcide a hérité de ses parents. Elle est chez nous par souci d'économie, mais n'a que l'usufruit du grand terrain. Elle fera de sa fille et de son gendre les heureux propriétaires de la maison qui y sera bâtie. C'est qu'elle vit à travers sa fille tout ce qu'elle n'a pas pu réaliser pour elle-même. Depuis la naissance de son premier petit-fils, une surabondance de bonheur est tombée sur le royaume de Mé. Ce que la veuve d'Alcide aime par-dessus tout, ce sont les tout petits enfants. Le jour où sa fille lui a donné un rejeton a été assurément pour elle le plus beau jour de toute son existence. Le cadeau était d'un charme irrésistible. C'est cette attirance quasi maladive qui lui avait donné, quelques années auparavant, la force de franchir la porte de la maison de mes parents. Un incontrôlable désir d'enfant lui est donc revenu à la naissance de son premier petit-fils. C'est une nouvelle génération de gazouillis qui s'offre à elle. Aussi est-elle entrée corps et âme dans cette maternité par procuration. Mais tout entière tournée vers la famille de sa fille adoptive, je disparais petit à petit de son champ de vision. C'est que le temps de mes gazouillis était passé depuis bien longtemps, et le cadeau que Mé venait de recevoir était un cadeau bien ravissant. Ma vie s'était bien compliquée depuis l'installation de la famille adoptive de Mé dans notre maison. Pour leur faire un peu de place, on n'avait pas déplacé que les meubles. Il me semblait qu'on m'avait petit à petit sorti du cœur de ma seconde maman. Et ce n'est pas seulement mon avis qui n'intéressait personne. C'est moi-même et tous mes tracas, les tracas d'une adolescente en peine qui comptaient peu aux yeux de sa mère. Au fur et à mesure, de ses doigts agiles, la fille de Mé crochetait une jolie fable, une histoire où bien évidemment je tenais plus de place. Et son mari, que Mé avait décrété chef de sa famille, agissait comme elle, dans l'ombre, pour me désigner ma nouvelle place. Souvent, on juge les autres d'après les apparences, et parce qu'on ne peut les envisager que de l'extérieur, on se limite à émettre d'interminables déductions qui ne sont que des projections. Ce que l'on comprend finalement n'a souvent rien à voir avec celle ou celui qu'on observe. C'est ainsi que le mari de la fille de Mé avait pensé reconnaître dans ma situation une configuration qu'il avait lui-même vécue dans sa propre famille. Sa mère avait accueilli chez elle une jeune fille qui avait besoin de soutien. La jeune personne était arrivée dans la famille après un coup dur. Je n'étais donc pareillement qu'une enfant échouée par hasard dans la famille de Mé, sûrement à la suite d'une grande détresse qui n'avait pas permis à mes parents de m'élever. Je ne vivais chez Mé qu'en vertu de sa grande bonté. Elle rendait seulement un service à mes parents. Bien évidemment, tout le stratagème que Mé avait déployé pour venir me chercher chez mes parents, les promesses qu'elle avait faites, rien de cela ne lui était parvenu clairement. Il avait donc occulté tout ce qui aurait pu déranger ses affaires, et il oubliait que la jeune fille qui avait atterri chez lui, tout comme sa chère épouse d'ailleurs, avait vécu longtemps avec leur première famille. Moi, j'étais arrivé chez Mé à 18 mois, et celle-ci s'était tout simplement substituée à ma première maman. Je n'avais en cet âge tendre que Mé comme référence et comme planche de salut. Pendant les premières années, aucune visite n'avait été rendue à ma famille. J'étais bel et bien coupé des miens.
Ce n'étaient assurément pas les quelques vacances passées au Cambé qui auraient pu permettre que se construise un lien familial sûr et solide avec les miens. Ma famille et moi, c'était Léonie, c'était May. C'était une multitude d'habitudes, de manières d'exister et de confidences qui me reliaient à elles, m'inscrivaient dans l'histoire de leur clan. Je ne connaissais, d'ailleurs, de ma première famille que ce qui m'avait été raconté, et j'avais composé avec les bribes rapportées tout un récit, puisqu'il fallait bien que je trouve un équilibre, que je remette chaque chose à sa place. Je n'avais rien choisi. Tout s'était imposé à moi lorsque May avait décidé un jour de chercher ce qui lui manquait dans le foyer de mes parents. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de paroles, d'attitudes, de gestes ou de décisions à mon encontre, la fille de May et son mari s'appliquèrent jour après jour à me désigner ma nouvelle place. Par exemple, un jour que sa mère, qui avait passé le week-end avec nous, avait oublié un carnet dans ma chambre, le mari de la fille de May s'était autorisé à venir me le réclamer à 4 heures du matin, ouvrant brusquement la porte de ma chambre et allumant la lumière. 4 heures du matin, l'heure où il partait à son travail. Il agit comme si j'avais indûment gardé le carnet. Une autre fois, il avait exigé de moi que je lui prépare son goûter et s'était répandu en remarques désobligeantes parce que je ne l'avais pas servi à son goût. En une autre occasion, il avait réclamé à May un loyer pour que je puisse utiliser son magnétoscope flambant neuf, mais ne s'était inquiété ni de sa mesquinerie, ni du fait que cet incident révélait la place que le couple entendait me réserver. Une autre fois encore, il avait puisé dans la réserve de petit déjeuner que Rosita m'avait préparé. Comme elle s'était rendue compte que je partais souvent sans manger au lycée, elle m'avait préparé une boîte pleine de pommes cannelle dont elle avait rempli une boîte de lait en poudre vide. Découvrant les délicieuses pâtisseries, le gendre de May s'était amplement servi. La situation aurait été autre. J'aurais moi-même partagé mon trésor. Ma colère n'échappa à personne et May me reprocha mon égoïsme. J'oscillais entre la rage et le désespoir sans pouvoir trouver ma place. May ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle avait les yeux fixés sur son petit-fils, une naissance qui réalisait ses rêves à elle. Elle était plus qu'une grand-mère. C'est que comme si elle avait elle-même mis au monde le fils de sa fille, se substituant à elle. La fille de May était bien plus subtile que son mari. Elle présentait toujours ce qui contribuait à mon équilibre comme quelque chose d'essentiel pour le bien-être de son enfant ou de sa famille et faisait tout pour m'en priver, cherchant chaque fois à me déposséder de moi-même. C'est ainsi qu'elle exigea, lorsqu'elle arriva à Saint-Georges, que May se débarrasse de mon chien, un chien qui était un vrai rayon de soleil de ma vie. On expédia l'animal à Saint-Joseph, chez un homme qui le laissait constamment attaché et le maltraitait. Il avait fini par mourir de chagrin. Bien sûr, la fille de May avait veillé à ce que je constate moi-même le traitement qui était réservé à mon chien, n'avait émis aucun commentaire sur l'affaire. L'accumulation des petites vexations, des petites injustices n'avait pas réussi à alerter May sur la stratégie implacable de sa fille. Petit à petit, sans qu'elle comprenne quoi que ce soit, on m'avait désigné une nouvelle place. Une place proche de celle d'une petite parente pauvre à laquelle on faisait charité. Une place proche de celle de la bonne que l'on prend en amitié. C'est alors que, sans que May en soit dérangée, j'apportais au couple les plateaux télé. Je jouais les babysitters. Lorsque l'enfant grandissant, la fille de May avait besoin d'un peu de liberté. Dans les premiers jours de la naissance, il n'était pas question que je touche au chérubin. C'était un trésor bien trop précieux pour que je puisse l'approcher. Tout était fait pour m'atteindre dans mon amour propre et pour me faire comprendre que je ne valais rien. Les choses prirent un tournant encore plus étonnant lorsque May elle-même se mit à me considérer de la même façon que sa fille. La servante faisant défaut, elle me proposa de repasser les vêtements de sa fille. Elle me paierait mon travail à sa juste valeur. Il fallait absolument que les vêtements soient prêts en temps et en heure. Me demander à moi de repasser le linge de sa fille? Rosita s'étranglait de colère. Il faut dire que la fille de May
ne voyait aucun mal à employer ses propres sœurs comme aide ménagère. D'elle à moi, il n'y avait donc qu'un pas qui fut bel et bien franchi. Moi, mon cœur s'était brisé. Je ne comprenais pas l'aveuglement de Mai. Elle refusait de prendre conscience de la réalité. Elle avait les yeux fixés ailleurs. Et ce fut peu à peu, pour moi, la Bérésina. Mai couvrait son petit-fils de cadeaux. Moi, j'allais au lycée avec un trou dans mes chaussures. Les yeux de Mai regardaient obstinément ailleurs. Moi, mon cœur était en fine poussière. Et mes notes commencèrent à dégringoler. Je ne travaillais qu'une seule matière. Mais ne s'en souciait guère. Elle avait les yeux rivés sur son petit-fils. La liste de ses désamours s'allongea donc, tout comme s'allongea la liste de mes révoltes. Ah, mes révoltes! C'étaient les preuves que l'on cherchait pour démontrer que ma place était ailleurs. Convaincu que j'étais une mauvaise peste, Mai autorisa même sa fille et son gendre à se mêler de mon éducation. Aucune indulgence ne m'était accordée. Je finis donc par comprendre que quoi que je ferais serait interprété à mon désavantage. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Un jour, un tribunal fut constitué pour me confondre. En rentrant du lycée, Mai envoya valser mon assiette en me traitant de tous les noms. Elle pensait que j'avais passé l'après-midi en galante compagnie. C'est sa fille qui l'avait enseigné. Même lorsque je lui rappelais que j'étais à la natation, puis au tennis, comme un train fou, elle continua sur sa lancée. Bientôt, Rosita arriva. On l'avait fait appeler en urgence. Avec la première accusation, on me reprocha aussi de voler. Comme May ne s'occupait plus de moi, j'avais osé retirer quelques sous sur mon livret. Rosita était restée muette devant les accusations qu'on proférait contre moi. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Le mari de la fille de Mai se lançait dans de sombres prédictions. Comme il avait été promis à certaines responsabilités dans son groupe religieux, je fus sa cible privilégiée. Souvent, en accusant les autres, on s'offre une sainteté. Dès ce jour, on me soupçonna de toutes sortes de mauvaises actions. Rien n'était pour moi impossible. Depuis ma toute petite enfance, j'étais collée à Mai. Et elle ne faisait rien pour me permettre de me séparer d'elle. Elle s'était même appliquée à renforcer ma dépendance. Au lieu de me préparer à vivre ma vie, à me permettre de grandir, elle me persuadait que je ne pourrais rien faire sans elle. Les manigances de sa fille me trouvèrent donc plus que démunie. Devant tant d'animosité, j'aurais pu fuir chez Rosita. Absurdement, je continuais à chercher le regard de Mai. J'étais comme un oiseau dont on avait coupé les ailes et qu'on obligeait à voler. Le seul point positif à cette année 1979 fut la révélation que j'eus lorsque mon professeur me présenta le monde féerique de la littérature française. J'avais déjà pris l'habitude avec Mai de recueillir les sentiments et les émotions qui me venaient de mes lectures. Je continuais bien sûr, tout naturellement, à appliquer ma méthode, mais je découvris aussi des façons nouvelles de comprendre les œuvres et de les analyser. Nous disposions de toute la collection de Lagarde et Michard qui nous plongeait dans la vie des auteurs et expliquait leurs œuvres en les mettant en relation avec les moments intenses de leur existence. Pour moi, les révélations de mon professeur furent comme une aurore qui s'offrait à moi, l'aube d'un jour nouveau. Je réalisais, par le biais de la littérature, que ce que je vivais n'était pas une malédiction envoyée tout particulièrement dans ma direction. Je compris que ce que j'observais autour de moi étaient des comportements communs à beaucoup d'êtres humains. Il y avait le modèle de la mère abusive, comme il y avait celui des âmes rêveuses mélancoliques déconnectées de la vraie vie. Il y avait les jalousies secrètes qui minaient les familles. Je découvris à travers les personnages des romans que je lisais que dans chacun de nous, il y a deux visages, l'un tourné vers l'action juste, l'action qui contribue au bien, et l'autre recroquevillé sur le malheur, qui par rancune ou par frustration s'emploie à sa propre destruction ou à la destruction des autres. Devant chacun, il y a une alternative, choisir le bien et l'action juste, ou bien la haine et la destruction. C'est ainsi que la terrible Agrippine, la mère abusive de Néron, me parla clairement des façons qu'avait Mai de décider de tout à ma place. Et Néron lui-même me démontra où pouvait conduire la rancœur et le ressentiment. Je me glissai aisément
dans le château de Combourg, déambulant à mon aise, comme René, dans ses vastes salles, du haut de son lugubre donjon, je scrutais mon avenir, l'âme triste et le cœur plein de larmes, quand aux deux rives du Mistassébé, imaginées de toutes pièces par Chateaubriand, elles furent mon paysage intérieur. Un bord luxuriant où la végétation semblait animée et un bord plus calme où j'apaisais mes sentiments. Quelquefois même, j'étais le buffle aux cornes en croissant de lune qui traversait impassible le fleuve de la vie. Je buvais littéralement les mots de mon mentor. Les choses auraient pu continuer ainsi, mi-figue, mi-raisin, mais l'enchantement qui m'avait tout d'abord saisi lorsque j'avais découvert tous les livres que j'allais pouvoir lire disparut progressivement. Quand 1980 s'annonça, tout bascula. Rien n'était plus à sa place. Oui, il avait fallu que Manléonie tombe très gravement malade. Terrible année que cette année 1980. Comme dans l'écume des jours, j'avais couvert ma grand-mère de fleurs et d'affection. Et je comprenais parfaitement ce que Colin avait ressenti en accompagnant Chloé dans sa maladie. Je restais accroché à la moindre de ses respirations. Je restais accroché à la moindre respiration de ma grand-mère, convoquant mes formules magiques, des recettes aussi magiques que dérisoires. Je voulais me persuader que chacune des rémissions de Manléonie était le résultat de mes gribouilles. Comme autrefois, je redoutais la disparition de May, je redoutais aussi celle de Manléonie. La vie de ma grand-mère avait fini par dépendre dans mon esprit des signes que je percevais dans la nature. La forme ou la couleur des nuages le matin en me levant, le nombre d'oiseaux sur un fil électrique, la forme et le nombre des roches que je trouvais sur mon chemin. J'allais souvent la voir après la classe. Tout d'abord, ça avait été la clinique. Elle rentrait chez nous quelquefois pour passer le week-end. Et puis, lorsque sa maladie avait pris le dessus, ça avait été le sinistre hôpital Clavac. Je me souviens d'un petit monde particulièrement scélérat que j'avais baptisé du nom de l'oncologue qui la suivait. Un nom tout en i qui me donnait des frissons. Je ne m'autorisais à respirer pleinement que lorsque j'étais arrivé à son sommet et que je dominais tout l'hôpital d'un seul regard. Je me persuadais alors que j'avais tout pouvoir sur la guérison de Manléonie. Et comme Colin couvrait de fleurs Chloé, je couvrais aussi ma grand-mère de petits cadeaux. Mais le nénuphar qui poussait dans le ventre de Manléonie avait fini par dévorer sa vie. Un soir, à l'heure même où ma grand-mère entonnait autrefois les couplets de son credo, le téléphone avait résonné sinistrement. C'était fini. Manléonie s'était éteinte en cette terrible année 1980. Et toute la lumière qu'elle jetait sur mon univers s'était éteinte aussi. Mais qui était aussi désolée que moi, ne cessait de me répéter que les moments de bonheur n'existaient que pour nous préparer à de grands malheurs. Je ne trouvais aucun répit. Malgré la présence de sa fille et de son petit-fils, May sombra dans une détresse qui fit penser à certains qu'elle ne fréquenterait plus le monde des vivants. Néanmoins, la descente aux enfers ne s'arrêta pas là. La seule chose qui maintenait ma tête hors de l'eau, c'était les cours de français que j'avalais comme des médicaments. Après les vacances de Noël, mon professeur me revint agrémenté d'une élégante perruque. Une perruque qui devait dissimuler au monde la perte de tous ses cheveux après les chimiothérapies. Lorsque nos regards s'étaient croisés, nous avions toutes les deux compris que nous ne terminerions pas les années lycée ensemble. J'étais descendu au plus profond d'un puits de détresse. Plus rien ne me retenait dès lors. Sans Manléonie, sans la littérature qui ouvrait devant moi de grands espaces de liberté, mon avenir semblait bien compromis. Mon année de seconde fut une immense catastrophe. Et cerise sur le gâteau, cette année-là, je perdis également ma meilleure amie.
Michel m'était très précieuse, puisqu'elle était l'une des rares personnes qui m'aidait à poser sur le monde un regard serein. L'exemple de Michel me permettait de penser que je pourrais, moi aussi, réaliser mes rêves. C'était tout autre chose que les obsessions de May. La foi de ma seconde maman reposait sur 2 piliers, le sens du devoir et la certitude de revoir un jour son mari. 2 motivations que, bien évidemment, je ne pouvais partager. Cette amie, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, m'assurait une autre manière de considérer la foi. C'est elle qui m'avait permis de commencer à bâtir mes propres convictions. Et sa gentillesse déposait avec délicatesse tout un tas de petits moments de calme et de sérénité dans mon existence. Pour moi qui étais habité par une constante inquiétude, c'était une vraie bénédiction. Michel fut la dernière personne à s'effacer de ma vie en cette terrible année 1980. Même sa disparition fut pour la fille de May, qui filait pour moi dans l'ombre un sombre destin de ses doigts agiles, une occasion de me causer de la douleur. La formule qu'elle avait choisie pour m'annoncer la disparition de Michel était laconique à point. Et ces paroles étaient descendues sur ma vie comme la lame d'un échafaud. Comme à son habitude, May n'y avait prêté aucune attention. Comment pouvait-on annoncer autrement une disparition? Sa fille était l'innocence même. Elle ne percevait rien de ses réelles intentions. Un spleen tout baudelairien me suivit alors pas à pas. J'irai à la surface du monde sans but et sans joie. La fille de May pouvait donc, à son aise, tisser pour moi de ses doigts agiles tous les malheurs qu'elle voulait. Rien de ce qu'elle provoquerait ne serait à la mesure de ce que j'avais vécu en cette terrible année 1980. Quelquefois, c'est au plus profond des ténèbres que nous arrive la lumière. Le bus continuait à déverser çà et là ses paquets de voyageurs. La nuit s'annonçait, on allumait déjà les lumières dans les maisons et des odeurs de soupe et de poissons frits flottaient dans l'air frais de la nuit. Nous étions au centre de Goulissard. Le bus ondulait sous les doudanes. Un homme ivre prophétisait avec une voix d'outre-tombe. Les quelques voyageurs qui restaient ne semblaient ni l'entendre ni le voir, comme ils ne semblaient ni entendre ni voir la pauvreté qui régnait en maîtresse sur les habitations. L'ivrogne redisait pour tout le monde les paroles d'un rite martiniquais ancien et accepté. Ça et là, des bennes à ordures éventrées répandaient leurs entrailles sur la chaussée. Dans un canal, un chien crevé cuisait à petit feu sous une poudre de chaux vive. Le bus manqua d'écraser une race de chiens faméliques qui poursuivaient des femelles éthiques pour des copulations hargneuses au beau milieu de la rue. De place en place, à chaque arrêt, des groupes de femmes et d'hommes continuaient à disparaître dans la nuit. L'immeuble de Rosita s'annonça enfin. La perspective de passer une nuit et toute une journée avec ma première maman me réjouit. Un moment de répit se profilait au cœur de Goulissard. Dans la banlieue fouillalaise, loin des mesquineries de la fille de May, un petit moment de bonheur se préparait pour moi. Je gravis en toute hâte les marches des 4 étages de l'immeuble de Rosita. La sonnerie retentit. Je fus accueillie comme une reine.